Certes, il faut choisir son thérapeute à partir de ses diplômes, de ce qu'il a appris, de ses références, etc., de sa personne, de son identité. Mais la notion culturelle, c'est aussi un sujet qui mérite questionnement. Et donc on travaille avec nos croyances, avec notre fonctionnement, avec notre personnalité, notre franc-parler éventuellement, notre discrétion éventuellement. Et du coup, on va questionner des choses qu'on comprend peut-être pas parce que c'est pas le même cadre de référence que nous. Et ça va peut-être permettre de faire sortir d'autres choses qui seraient pas sorties autrement. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Asmabel. Aujourd'hui, je suis honorée, ravie et très enjouée de rencontrer et de discuter Catherine la psy. Bonjour Catherine, bienvenue. Bonjour Asma. Je suis super contente de t'avoir sur ce podcast. Alors, on a plein de points communs. On a des gens en commun aussi. Et puis, on a aussi partagé une formation commune. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de joie qu'on va partager aujourd'hui un sujet de conversation que je trouve fascinant. Et j'avais envie de le partager avec toi. Donc, bienvenue à toi et je suis vraiment ravie de t'avoir. Je suis ravie d'être là. Je te remercie beaucoup pour ton invitation qui m'a beaucoup touchée. Eh ben, écoute, voilà, c'est aussi les joies d'Instagram, des réseaux sociaux. Parfois, on peut se retrouver avec des choses pas terribles, mais là, voilà, c'est tout le contraire et donc c'est génial. Alors, toi et moi, on a fait la formation d'analyse transactionnelle, voilà. Et donc, ça, c'est top parce que voilà, ça fait qu'on parle un langage commun. Et je t'ai invitée pour parler d'un sujet très particulier aujourd'hui. J'avais envie qu'on discute de la culture en thérapie. Donc de la culture propre à chacun, donc de comment les thérapeutes traitent avec la culture de l'autre et comment dans cet espace thérapeutique, on fait avec cet élément fondamental qui est la culture d'origine, la culture familiale évidemment, mais aussi la culture environnementale parce que souvent, pour certains en tout cas, elle est assez différente de la culture d'origine. Et donc j'ai envie qu'on commence par nous et la première question que j'ai envie de te poser, Catherine, c'est toi, de quelle culture tu viens et est-ce que tu peux nous en dire plus sur d'où tu viens? Alors moi, ma culture, au départ, elle est italienne. J'ai une famille qui est une famille d'immigrés italiens. Et puis j'ai aussi une culture un petit peu spéciale parce que j'ai grandi dans une communauté quand j'étais enfant. Et donc on avait des modes de fonctionnement qui étaient propres à nous-mêmes et qui ont fait que plus tard, j'ai eu quelques petits problèmes d'ajustement sociaux puisque moi, les codes sociaux, la culture dans laquelle j'avais grandi, finalement, c'était pas tout à fait la même que celle, comment dire, commune avec les gens qu'on connaît pas. Et moi, quand j'ai commencé à sortir de là, ça m'arrivait d'aller toquer chez les gens qui étaient mes voisins pour leur demander des œufs pour terminer ma quiche que j'avais pas, que j'avais pas pu finir. Et ça, c'était étrange pour les gens, alors que pour moi, c'était très normal. Et donc, j'ai eu quelques petites déconvenues comme ça, ou des manières de parler, manières de faire. Et donc, c'est une question qui m'a beaucoup occupée pendant longtemps, la question des codes sociaux et de comment je m'étais construite moi avec mes codes à moi, ce qu'on appelle en analyse transactionnelle le cadre de référence. Et que finalement, c'était pas le même pour tout le monde et que s'ajuster dans les relations en fonction des différents types de codes sociaux, codes culturels, croyances qu'on a les uns les autres, c'était pas si simple. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, en tout cas dans les études à la fac, on n'en parle pas beaucoup. Et même finalement à l'école d'analyse transactionnelle, j'ai trouvé que c'était pas un sujet qui était abordé, en tout cas pas comme tel. Évidemment, on va certainement parler un peu du scénario, mais on nous a pas, en tout cas moi, j'ai pas eu de cours spécifiques sur la culture, l'interculturalité, comment on communique avec des gens qui n'ont pas les mêmes cadres de référence que nous sur le plan de la culture. Et donc, je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant et qui mériterait peut-être d'être un peu plus pris en compte. Ouais, je suis assez d'accord. Alors moi, je suis d'une culture nord-africaine, donc je suis berbère. Je suis née dans les montagnes du Maroc et je suis arrivée en France, j'avais à peu près 2 ans. Donc, et j'ai grandi aussi dans une communauté. Et effectivement, j'avais déjà 2 cultures, quoi, hein. Je suis arrivée, je ne parlais pas français. J'ai appris la langue française. Je ne parlais pas non plus arabe parce qu'on parlait berbère. Donc, je n'étais pas vraiment une arabe parce que j'avais une langue qui était la mienne, quoi. Ma barbarité était beaucoup plus présente que mon arabité. Et en France, quand je suis arrivée, voilà, à l'école, c'était principalement des personnes de culture algérienne qui parlaient principalement l'arabe. Et dans le quartier où j'ai grandi, c'était aussi beaucoup plus d'Algériens, donc des personnes qui parlaient l'arabe. Et donc, du coup, il y avait vraiment dans la culture plusieurs cultures à traiter, tu vois. C'était un espèce d'un espèce de millefeuille culturel entre l'école, tu vois, le quartier, les gens du quartier, et puis finalement la famille, la maison et la culture familiale, voilà, avec ses propres codes, ses propres règles, etc. Et Donc, toi, effectivement,
plusieurs cadres de référence à l'intérieur de toi-même, finalement. Ouais, exactement. Et en fait, ça a été un vrai sport d'apprendre à jongler entre toutes ces cultures. Parce que finalement, quand j'allais en Maroc, mes parents, tu sais, enfin mes grands-parents, ils ont acheté une maison en ville, donc dans une ville c'est à Tétouan, hein, pour être très clair. Donc c'est dans le nord du Maroc, sur la côte. Et là, c'est une ville arabe. Donc tout le monde parle arabe à Tétouan, tu vois. Et donc quand j'allais en vacances à Tétouan, bah, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer, à comprendre les gens, parce que bah, à la maison, on parlait berbère. Tu vois. Donc déjà, donc quand j'étais là-bas, j'étais pas vraiment une arabe, j'étais pas vraiment non plus une berbère parce que je parlais pas très bien berbère. Et puis en France, eh ben, je parlais bien français, mais j'avais plein de codes intérieurs qui étaient très différents finalement voilà, de la réalité, de ma réalité personnelle, de la réalité dans laquelle j'ai grandi. Et donc j'avais envie de commencer par ça parce qu'effectivement, on a une espèce de fantasme que les psys sont des espèces de pages blanches, tu vois, hyper dans une espèce de neutralité absolue de tout, tu vois, et on a du mal un peu à percevoir, à sentir finalement l'humanité derrière le thérapeute, pour certains en tout cas. Et donc, je trouve que venir là, sur ce podcast, partager un peu de notre réalité culturelle, ça permet aussi aux gens de se dire, ah ben, tu sais quoi, les psys, ils ont aussi en fait une culture, ils ont aussi une origine, ils ont aussi des codes sociaux, ils ont aussi des cadres de référence. Et donc, du coup, bah, ça veut dire que ils sont peut-être en mesure de comprendre le mien, tu vois. Et ça, pour moi, c'est vachement important parce que je rencontre beaucoup de gens qui sont inquiets lorsqu'ils choisissent un thérapeute, ou alors là, sur le plan plus personnel, des amis, ou tu vois, des gens de ma famille, ils disent oui, mais bon, alors si c'est pas un arabe, est-ce qu'il peut me comprendre? Si c'est pas un musulman, est-ce qu'il peut me comprendre? Oui, j'ai pas envie d'avoir à tout expliquer les codes et les règles, enfin, tu vois. Et effectivement, je te rejoins, je trouve qu'avoir une petite formation sur, alors voilà, comment dans la famille se gère, et encore, hein, je pense que si on parle du Maroc, par exemple, au sein du Maroc, il y a plein de manières de gérer la culture, voilà, qu'on soit du nord, du sud, du centre, et c'est pareil partout, tu vois. Mais je pense qu'une initiation, ça permettrait vraiment de pouvoir accueillir avec plus de curiosité et d'empathie, en fait, tous les patients qui ont envie et qui viennent de cultures différentes. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, je suis d'accord avec toi parce que aussi, je pense que c'est un mythe de penser que ça suffit en fait de connaître le cadre de référence de quelqu'un. Dernièrement, dans un live, quelqu'un me parlait de comment dire des psys, notamment enfin comment dire, il y a une communauté de psys, je crois, qui sont, ça s'appelle Mon psy est gay, je crois, parce que bah, ça rassure. En tout cas, il y avait des personnes, des patients qui pensaient que c'était plus simple finalement pour eux d'avoir des personnes qui pourraient comprendre, enfin Mmh. euh, enfin, voilà, leur orientation sexuelle. Et finalement, alors je dis pas que c'est pas intéressant, mais en tout cas, c'est un mythe de se dire, je pense que ça suffit pour que quelqu'un nous comprenne, parce que bah, dans le cadre de référence, il n'y a pas que la culture. Et puis parfois aussi le fait que quelqu'un soit pas de la même culture de soi, enfin que soi, et qu'on n'ait pas le même cadre de référence, on est obligé de l'expliciter. Et ça nous permet aussi de travailler un certain nombre de choses, de pouvoir expliciter des choses qui pourraient éventuellement nous paraître évidentes et dont on ne parlerait pas forcément si la personne avait exactement le même cadre de référence. Donc je pense que la confrontation des cadres de référence, elle peut être très très thérapeutique justement, et ça peut être vraiment intéressant de nous aussi en tant que thérapeute, alors comme tu le dis en fait avec notre histoire, parce que bah, on travaille avec notre histoire. Je pense que c'est un mythe de penser aussi que le thérapeute est une page blanche, je sais pas, ça me paraît pas possible du tout. Et donc, on travaille avec nos croyances, avec notre fonctionnement, avec notre personnalité, notre franc-parler éventuellement, notre discrétion éventuellement, enfin un certain nombre de choses. Et du coup, on va questionner des choses qu'on comprend peut-être pas parce que c'est pas le même cadre de référence que nous. Et ça va peut-être permettre de aussi faire sortir d'autres choses qui seraient pas sorties autrement. Donc, je pense que c'est aussi important de pas forcément bloquer là-dessus. Après, évidemment, si on se sent pas compris, ben, l'idée est pas de forcer non plus, mais je pense qu'on peut aussi ne pas se sentir compris par quelqu'un qui est de la même culture que nous, parce que bah, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte aussi. Ouais, et c'est tellement juste. Alors moi, tu sais, j'ai eu un peu, c'est-à-dire tout et son contraire. C'est-à-dire que j'ai des gens qui m'ont demandé effectivement si j'étais musulmane, si j'étais pratiquante, si effectivement. Et moi, je me suis vraiment beaucoup posé la question de savoir à quel point je partage ce genre de choses, tu vois, Bah ouais. dans le cadre de l'espace. Quel est l'intérêt effectivement de la personne de savoir tout ça, à quel endroit d'elle, bah, tu vois, ça apporte de la sécurité. Et puis, et en même temps, j'ai déjà eu donc des personnes qui m'ont demandé, qui avaient besoin de cadres de référence communs, tu vois. Et puis, j'ai eu à l'inverse des gens qui sont venus me voir en me disant, ben, je suis venue vous voir parce que
Ma thérapeute d'avant, c'était une femme qui était voilà, de confession voilà, et très affirmée. Et donc, je l'avais choisie pour cette raison. Mais à un moment donné, je me suis sentie jugée. Et donc, j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne ma culture, qui comprenne ma religion, mais qui ne me juge pas. Mm. Et je trouve ça hyper intéressant. Typiquement, dans ce qui, voilà, dans les différentes communautés, quand on choisit des thérapeutes avec une confession qui serait voilà, similaire à la nôtre, il y a aussi tout le cadre de référence commun qui peut devenir un problème. Ouais, je Et suis tout à ça, fait d'accord avec je trouve ça hyper intéressant, tu vois. Quand je choisis, je suis juive et je choisis comment dire, un thérapeute juif et qu'effectivement on a voilà, une culture commune, on a un cadre de référence commun, et bah peut-être que voilà, quand je fais des choses qui ne sont pas en accord avec les principes de la religion et de la culture, et ben j'ai peur de les partager. toi. J'ai peur voilà, d'être jugée parce que bien sûr se joue là le transfert et encore plus que pour un thérapeute qui serait peut-être pas de la même confession. Et donc, il y a des enjeux qui sont à d'autres endroits et j'ai l'impression que du coup, on peut manquer cruellement de liberté et d'expression finalement, tu vois. Et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir l'aborder clairement, tu vois, et de dire aux gens, mais en fait, certes, il faut choisir son thérapeute à partir de ses diplômes, voilà, de ce qu'il a appris, de ses références, et cetera, bien sûr, de sa personne, de son identité. Mais la notion culturelle, c'est aussi un sujet qui mérite le questionnement, tu vois. Je sais pas comment tu le ressens, toi, mais pour moi, c'est vachement présent, quoi. Alors, moi, ça m'est arrivé qu'effectivement, des gens me demandent est-ce que vous connaissez un thérapeute qui serait voilà, nord-africain parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir tout à expliquer. Bon, ça, et j'ai une collègue euh, qui parle arabe et qui, alors comme tu l'as dit, hein, il peut y avoir à l'intérieur d'un certain type de culture, en tout cas ce qu'on se représente comme une culture, à l'intérieur, en fait, il peut y avoir plein de cultures différentes. Donc finalement, elle parle arabe, mais peut-être que c'est pas le même arabe, peut-être que c'est pas la même manière, peut-être la culture, la religion n'est pas Exactement. la même. Mais en tout cas, ça m'est arrivé. Et finalement, comme toi, après, parfois, des gens me disent, ouais, mais finalement, je trouve intéressant de voir quelqu'un qui connaît pas forcément ma culture. Et comme ça, je vais l'expliquer. Et finalement, le fait que moi, je posais des questions euh, par rapport à certaines choses quoi, qui ne sont pas ma culture à moi, j'essayais de comprendre le lien pour justement pouvoir aider la personne. Et la personne se rendait compte, dit, ah oui, c'est vrai, je ne m'étais jamais posé cette question. Et je trouve Oui. que ça peut être aussi une force d'être de deux cultures différentes par rapport à ça. Par contre, là où je te rejoins complètement, c'est que la question du jugement, pour moi, elle n'a rien à voir avec la culture. La question du jugement, elle a à voir avec la personnalité qu'on a. C'est-à-dire, on peut être de n'importe quelle culture et être jugeant, ou de n'importe quelle culture et ne pas l'être. Et ça, je pense que c'est vraiment une qualité qu'on a besoin d'avoir, nous, en tant que thérapeute, c'est d'être non jugeant, mais curieux. C'est-à-dire de poser Et des en questions. fait, le truc, c'est que je parlais même pas des thérapeutes. Le sentiment d'être jugé parce qu'effectivement la personne vient de la même culture et de la même religion que nous, parce qu'on a péché entre guillemets, tu vois. Ouais. Ça, Oui, ça vient, ça c'est vient. à l'intérieur de la Voilà. Alors, personne. bien sûr, il doit y avoir des thérapeutes qui sont dans le jugement. J'en sais rien, tu vois, évidemment. Mais je parle aussi du fait que d'office, la personne peut se sentir, peut avoir peur d'être jugée, tu vois, en se disant, mais comme ça, c'est interdit dans ma culture ou dans ma religion, bah du coup, je peux pas le partager parce que du coup, tu vois, voilà. Ou je peux avoir aussi des gens qui sont mais vraiment à l'opposé de moi et qui me choisissent pour d'autres raisons, comme dire, mais tu sais, dans ma culture, ça, c'est impossible. Tu peux pas comprendre. Ça, Mm. c'est pas possible. Là, je ne suis pas. Et donc, ça parle vraiment presque de souplesse, tu vois, à l'intérieur de soi, dans cette dimension que bah, qu'est-ce que je peux mettre en place dans le cadre quand je suis patiente, tu vois, qui est-ce que je choisis, dans quel cadre, dans quel environnement, etc., pour pouvoir bah, être le plus en contact avec moi-même, Mm. tu vois. Et je trouve que c'est vraiment fondamental, hein. Moi, en tout cas, ce que je sens aujourd'hui, moi, c'est que c'est un élément fondamental, très important, à la fois mais de toutes les communautés. Moi, je vois que j'ai des gens qui me choisissent parce que bah, je viens des quartiers, que j'ai une manière de m'exprimer qui effectivement est compréhensible, que quand je sens que les gens sont rassurés par ça, ils ont le sentiment d'être compris, tu vois. Et en même temps, par ailleurs, bah, voilà, je peux tout à fait avoir un, tu vois, un langage sans accent de quartier, par exemple, et avoir d'autres patients qui sont dans des dimensions complètement différentes. Et j'adore ça, tu vois, j'adore ça. L'idée d'avoir des gens voilà, de culture et de niveau social différent, pour moi, c'est une vraie richesse
Ouais, je te sur... rejoins complètement là-dessus. Bah, Je trouve ça extrêmement enrichissant de justement, enfin finalement on apprend avec nos patients et nos clients, on apprend enfin moi je suis passionnée justement des cadres de référence qui sont pas les miens, c'est-à-dire de comprendre des fonctionnements qui sont pas les miens. Alors ça c'est plus personnel, mais je suis toujours très intéressée de comprendre pourquoi, comment les gens ont mis en place ce type de croyance, ce type de fonctionnement en eux. Alors, il y a des choses qui vont plus ou moins me parler, mais j'ai envie de dire, peu importe ce qui me parle ou pas, on n'est pas là dans la thérapie pour faire ce qui me parle à moi, mais par contre, j'ai toujours beaucoup de curiosité par rapport à des modes, alors soit familiaux ou des modes sociaux, de la manière dont on va se parler, dont on va se regarder, qu'est-ce que ça signifie quand je regarde comme ça quelqu'un, bah, d'une culture à l'autre, c'est pas forcément la même chose. bien Euh, sûr. et je trouve que c'est intéressant, en tout cas quand quelqu'un vient en thérapie, de questionner ces choses-là, parce que parfois, c'est vraiment une dimension, je crois qu'on oublie aussi de questionner, parce qu'il y a un peu cette idée que tout vient de la famille et puis de l'enfance, etc. Oui, mais la culture dans laquelle on évolue, en fait, elle vient aussi s'imprégner en nous, et les croyances qu'elle va mettre en nous, eh ben, elles peuvent être très rigides parfois. Comme tu disais, ça peut créer un sentiment d'être jugé, et pas forcément par son père, sa mère, son cousin, voilà, mais par nos voisins, les gens qui nous connaissent pas, qui nous croisent dans la rue. Si je suis habillée comme ça, qu'est-ce que les autres en pensent, qu'est-ce qu'ils disent, etc. Et ça, je trouve, c'est la norme sociale et quelque chose de très difficile à travailler. Et je dirais d'autant plus difficile que ben, on n'en parle pas tant que ça, quoi. C'est vraiment la psychologie, c'est la famille, en gros. Je caricature. Ouais, La c'est ça. psychologie, c'est aussi la culture dans laquelle on évolue. Et il se trouve qu'en plus, alors moi je parle essentiellement pour mon cadre de référence à moi, mais je peux imaginer que c'est peut-être un peu pareil pour les autres. Les modes changent, même au niveau social. Je veux dire, comment dire, la forme que doit prendre notre corps change, la manière dont on doit s'habiller change, la manière dont on doit ou pas, enfin, quand je dis on doit, c'est pas ce que je pense moi, hein, c'est ce que la norme sociale semble Mais nous bien sûr, bien sûr. comment la manière dont on doit ou pas exprimer nos émotions. Par exemple, l'histoire des émotions sur le plan social, dans une culture italienne, la colère, c'est génial. La colère, on Ouais. a le droit de l'exprimer, etc. En France, la colère, c'est très mal vu. Et pourtant, si on prend ça sur un plan objectif, la colère, c'est ni bien ni mal, c'est juste une C'est émotion. là, quoi. Voilà, c'est là, c'est une émotion. Seulement, selon d'où tu viens, selon la culture, bah, soit tu as la classe parce que tu es capable de te mettre en colère et de pas te laisser faire, etc. Soit le contraire, tu te mets en colère, qu'est-ce que c'est que cette personne qui se laisse dépasser par ses émotions? Et tout ça, bah, je trouve que c'est très intéressant à travailler en fonction de ben, ce qu'on veut pour soi, comment on se sent bien. Et je pense que si on prend pas la dimension culturelle en compte dans ce type de travail, par exemple, ben, on passe à côté de quelque chose. En tout cas, c'est mon... Ouais, 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 c'est ça. Et puis, tu sais, moi, je vais raconter une petite anecdote que je trouve très parlante. Du coup, elle m'est venue là en t'entendant. Donc, moi, j'ai une thérapeute qui est vraiment d'une culture assez opposée à la mienne, tu vois. Donc, c'est une culture européenne et tout ça. Et puis, ben, je l'ai choisie pour ça, tu vois. Je l'ai choisie parce qu'elle était loin de moi et que j'avais à questionner, à comprendre et que j'avais vraiment envie de ça, tu vois. Et je l'ai choisie aussi parce qu'à la base, elle faisait du groupe, tu vois, et que j'avais du mal à trouver un thérapeute de groupe à Paris à l'époque. Et donc, in fine, donc on fait un travail ensemble et tout, c'est super, tout ça. Et puis un jour, d'accord, out of nowhere, comme ça, j'arrive dans le cabinet. Écoute-moi bien, c'est genre, mais Catherine, c'était genre le tsunami à l'intérieur de moi. J'arrive dans le cabinet et là, je vois un énorme tapis accroché au mur avec des écritures arabes qui sont des écritures qui sont voilà, un verset du Coran, quoi. Donc, imagine, je rentre, je vois ça, sachant que c'est une femme hyper ouverte, enfin voilà, avec tout plein de symboles autour dans le cabinet. Tu vois, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a des masques ethniques, il y a plein de choses, tu vois. Mais il y avait ce tapis-là qui était très beau, accroché au mur. Et là, je me suis dit, mais là, ça, c'est venu tout bousculer, quoi. Tu vois. Et je lui dis, mais pourquoi tu as mis ça là, en fait? Qu'est-ce qui... Pourquoi tu as mis ça là? Et elle me dit alors qu'est-ce que ça te fait et tout. Et puis on a pu en parler et j'ai trouvé ça génial que finalement un élément extérieur, finalement un élément de mon monde, tu vois, de mon univers, de voilà, vienne dans cet espace thérapeutique que j'ai voulu le plus neutre possible. Tu vois, voilà la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Finalement, c'était pas si neutre que ça. Exactement. Et je trouve que
c'est toutes les questions qu'on peut se poser quand on ouvre un cabinet. C'est qu'est-ce que j'y mets, quelle couleur, est-ce que je mets de moi, qu'est-ce que je mets de moi, tu vois, qu'est-ce que je mets de moi, qu'est-ce que je mets de ce que j'aime, comment je me montre, tu vois, comment je me montre à l'autre. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé que d'avoir une perception culturelle de ma thérapeute, tu vois, au fur et à mesure des années de travail, bien sûr, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça a été Alors, important. c'est des choses, en tant que thérapeute en tout cas, c'est des choses qu'on nous apprend beaucoup à la fac et puis dans les formations en psychothérapie. Qu'est-ce qu'on montre de soi? En fait, moi, je me suis pas posé ces questions parce que je m'en foutais, j'ai envie de dire. Pas dans le Ouais. sens où je pensais que ça avait pas, c'est pas que ça n'a pas de sens, c'est que de toute façon, je m'étais dit, de toute façon, je vais montrer des choses de moi. Du fait notamment que je suis quelqu'un de très spontané et que bah, il y a des tas de choses dans ce que je dis, je ne sais pas maîtriser tout ce que je dois dire. Donc, de toute façon, j'allais montrer des choses. Et donc, je me suis dit, bah, que ce soit ça ou autre chose, c'est du matériel thérapeutique, tu l'as super bien expliqué. Tu vois quelque chose dans le cabinet, et ben, on en fait quelque chose pour travailler. Donc, ben, je m'étais pas. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été quelque chose d'important de me dire voilà, comment je vais montrer ce que je montre de moi. Bah, de toute façon, ça va être là. Et puis, par contre, bah, si les patients s'en saisissent, on en fera quelque chose. Et en tant que patiente, c'est pareil, quand j'arrive chez mon psy, eh ben, ça m'importe peu comment dire, qu'il soit neutre. Même, j'ai pas très envie qu'il soit neutre, parce qu'à la rigueur, tout va être un support pour échanger. Alors, il se trouve que bah, c'était pas fait exprès, mais alors je sais que peut-être on a comme on a des croyances divergentes là-dessus, et ça peut être intéressant d'échanger là-dessus, mais c'était pas fait exprès. Donc moi, dans mon cadre de référence, c'est un hasard, mais il a une culture latine aussi. Et donc, ben, il ressemble à des gens de ma famille italienne, et avec sa moustache, avec sa chaîne qui. J'adore c'était pas fait exprès. Ouais, ton inconscient a parlé plus vite que toi. Pardon? Ton inconscient a parlé plus vite que toi. Bah, en tout cas, voilà, je me suis dit, tiens, et ben, du coup, je suis restée. Alors C'est la après, famille, hein. Ah bah oui, c'est la famille, on exactement. reste. Et voilà, et puis de temps en temps, il me raconte des choses sur son histoire parce que bon, lui, il travaille pas trop avec le transfert, donc ça lui arrive, voilà, il me dit voilà, moi je suis d'une famille de 11 enfants, bah ouais, moi mon grand-père, ils sont 11 aussi. Et donc il y a plein de choses qui ont fait écho en moi et je le savais pas quand je l'ai choisi parce qu'il n'a pas du tout un nom à consonance italienne. euh, et puis je l'avais pris surtout pour son approche qui était une approche que je connaissais pas. Alors tu vois, c'est aussi, on pourrait dire que c'est culturel aussi, mais il faisait ni de l'EMDR ni l'analyse transactionnelle, qui sont mes deux spécialités. Et moi, je voulais justement quelqu'un qui fasse autre chose pour pas que voilà, je commence à réfléchir pendant que j'étais en train de. Ouais, de travailler, Et, quoi. voilà. Et finalement, j'arrive chez lui et bah, il est latin lui aussi. Et Mais il a. voilà, et ça parle vraiment de la manière dont on peut se choisir, à la fois dans le visible, mais aussi dans l'invisible. Et je trouve que c'est vachement important enfin, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est à peu près pareil pour moi. Moi, j'ai découvert que, in fine, ma psy, bah, effectivement, elle avait appris le turc, l'iranien, enfin, et je l'ai découvert au fur et à mesure. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, je te rejoins là-dessus sur cette idée que moi, j'ai besoin d'avoir aussi de la matière personnelle de l'autre pour pouvoir être donnée de moi, tu vois. Enfin, je veux dire, une page blanche, c'est inintéressant et je trouve ça hyper, voilà, hyper. Ça peut être impressionnant. Ouais, exactement. Et puis d'autre part, je trouve que ça pose aussi bah, toutes ces questions-là que tu abordais récemment d'ailleurs, il me semble, sur ta page Instagram, mais en fait, qu'est-ce que je montre de moi sur Instagram alors que je suis psy? Qu'est-ce que ça fait aux Ouais. patients de me voir sur Instagram Mm. faire des lives, faire des machins, faire des trucs alors qu'effectivement, on est spontané, on partage des moments de vie aussi. Moi, je partage des moments de vie, tu vois. Quand je fais des repas avec mes gamins, je partage, etc. Et j'ai vocation en fait à partager quelque chose qui soit de l'ordre du plus réel possible. La réalité, en fait, c'est ça. C'est qu'effectivement, je suis ça, mais je ne suis pas que ça, tu vois. Et je pense que, ouais, moi, ça me va. Et ça questionne aussi bah, le cadre thérapeutique, qui peut paraître pour certains rigide, pour d'autres trop souple, pour d'autres. Et chacun doit venir trouver ce qui lui va avec bah, toute la panoplie des thérapeutes qu'il y a et des personnalités qu'il y a sur le marché de la thérapie, quoi. Et moi, je crois vraiment que c'est la première chose à prendre en compte, c'est est-ce que je me sens bien ou pas bien. Et finalement, si à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, là, j'ai un patient qui dit, bon, moi, je veux voir quelqu'un qui a, en tout cas dans ma représentation, qui aura la même culture que moi, et ben c'est qu'à ce moment-là, et c'est de ça dont cette personne a besoin. Et si à un autre moment c'est autre chose, et ben à un autre moment c'est autre chose. C'est ça. Et c'est. Mais par contre, voilà, ça, je pense à prendre en compte de savoir dans quel milieu
la personne s'est développée. Moi, je reviens vraiment sur ces histoires de codes sociaux liés à cette communauté dans laquelle j'ai grandi. Tant que j'avais pas compris que les codes de cette communauté avaient comment dire, constitué en partie ma personnalité. En fait, je me suis dévalorisée parce que quand je suis arrivée, j'allais dire dans le monde, bon, c'était pas une bulle non plus, hein, mais on allait à l'école à l'extérieur, mais on vivait quand même beaucoup tous ensemble. J'étais élevée avec d'autres enfants qui sont mes frères et sœurs de cœur, finalement. C'est pas des frères et sœurs de sang. Moi, c'était ma manière de vivre. Et après, quand je suis allée à l'extérieur, ça fonctionnait pas pareil. Et j'ai commencé à me dire que j'étais un problème. J'étais nulle, j'étais pas comme il faut, surtout, j'étais pas normale. Et quand j'ai Ouais. commencé à comprendre que c'était simplement que j'avais grandi dans un milieu qui était un peu original par rapport à la société de manière générale, ça a tout changé pour moi. Je me suis dit, en fait, le Mm. problème, c'est pas moi. Le problème, c'est juste un décalage de la manière dont je me suis construit. Et à partir de là, je trouve que c'était très aidant parce que c'est pas du tout la même chose si le problème c'est moi ou si le problème c'est que on est tous différents et donc du coup je l'étais mais Et puis du coup, bah, il y a plus de problème, il y a juste une manière de communiquer, un espace à exactement créer ensemble. Et exactement. ouais. Ouais. Et alors, Catherine, est-ce que tu as déjà eu, toi, par exemple, dans ta patientèle, je sais pas comment tu dis, clientèle, quelqu'un qui serait venu avec, voilà, des propos du type: «Je me sens possédé, j'ai l'impression d'avoir un esprit à l'intérieur de moi» ou «On m'a fait de la sorcellerie», des choses comme ça. Est-ce que c'est déjà arrivé? Alors pas formulé comme ça mais oui ça arrive. Euh, et comment dire, moi, je travaille pas avec la magie, donc là, on a déjà pu échanger ensemble, et Ouais. c'était super intéressant justement de voir comment on peut, comment dire, percevoir les choses de manière différente. Et puis j'ai beaucoup de collègues sur Instagram qui sont des psys qui travaillent avec l'énergétique, et c'est pas du tout moi ma manière de travailler. Et néanmoins, je trouve ça vraiment intéressant parce que, par exemple, pour des situations comme ça, nous en traumatologie, on a une représentation des choses. Et donc, dans ces cas-là, c'est pareil, c'est comment je fais avec la personne qui voit ça comme, par exemple, des esprits ou de la magie ou de l'énergie, et moi, je le vois ça sur un plan du fonctionnement du cerveau, et comment on va travailler ensemble avec des croyances qui sont différentes et qui finalement nous amènent au même endroit. Hein. Oui, mais ce que tu es en train de dire, c'est quand même quand quelqu'un vient te voir avec, bah, je sais pas moi, j'ai l'impression d'être possédée, il y a, une curiosité autour de ce qu'elle comprend en fait, elle, hein, de sa possession ou des esprits ou voilà, peu importe, comment c'est formulé et que finalement tu trouves un tronc commun pour pouvoir comprendre ce qui se passe pour elle. Exactement. En fait, on va trouver notre langage commun. D'accord et est-ce que, tu la crois quand elle te dit ça? Alors, moi, je crois que les patients, tout ce qu'ils amènent, c'est vrai. Après, Voilà. j'avais même fait un jour un post sur qu'est-ce qu'on fait si le patient ment. Bon, si le patient ment, à la rigueur, j'ai envie de dire c'est son problème, tant pis pour lui, en fait. Et on va pas travailler sur ce qu'il a envie ou besoin de travailler. Mais alors moi, je pars du principe que ce que disent les patients, c'est la réalité. Enfin, en tout cas, c'est leur réalité et c'est avec ça qu'on travaille. Hein. D'ailleurs, j'ai fait un atelier sur la psychologie transgénérationnelle et vraiment, enfin, il y a plusieurs manières de travailler sur les traumatismes des générations précédentes, mais moi, mon truc, c'est quand on fait cet exercice, n'allez pas poser des questions à votre famille. Ce qui nous Oui. importe, c'est ce que vous percevez de votre famille. Donc là, c'est pareil, c'est une personne qui arrive avec une difficulté, c'est la manière dont elle perçoit sa difficulté qui m'importe, et que ce soit vrai, pas vrai, c'est même pas une question. Enfin, pour moi, c'est vrai. Si elle le dit, c'est Ouais. vrai. Mmh. Beh, en fait, j'aime beaucoup ce que tu dis, Catherine, parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'ouverture. C'est-à-dire que la manière dont je vais te comprendre ne va pas forcément dire, que c'est la même que la tienne. Exactement. Et puis, d'autre part, pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est si je te questionne, ça ne veut pas dire que je te juge. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de, je pense, d'important parce que quand on vient questionner ces sujets qui sont hyper sensibles autour de la culture, parce que la culture, ben voilà, c'est une partie de notre identité, et tu vois, c'est identitaire, quoi. Donc, Mm. vraiment, c'est des fondations hyper importantes. Hein, tu vois, voilà. Quand tu viens questionner des fondations, ça ne veut pas dire que tu les critiques, ça ne veut pas dire que tu les rejettes, ça ne veut pas dire que tu les juges. Et je pense que c'est quelque chose de très important à dire parce que comme c'est un espace extrêmement sensible, et que les gens, voilà, ils ont, voilà, on a tous énormément d'émotions, énormément d'affects dans nos aspects, voilà, culturels. Être confronté au questionnement,
bien sûr un questionnement bienveillant, accueillant, etc. Mais c'est pas être rejeté, quoi. Et je pense que c'est vraiment important de le signifier. Je sais pas ce que tu en. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le questionnement, en fait, il sert à comprendre. C'est-à-dire que on Ouais. pourrait dire le questionnement du psy, c'est la curiosité et l'envie de comprendre ce qui se passe dans le fonctionnement de l'autre. Et je trouve que ce qui est déjà hyper important, alors bien sûr, comme tu le dis, je pense qu'il faut que on a nous à travailler la manière, le ton qu'on met dans ces questionnements-là pour effectivement enlever cette idée de que la personne pourrait se sentir jugée, mais que la personne elle puisse se dire ok, ce que je vis à l'intérieur de moi, quelqu'un a envie de le comprendre. Mmh. Et ce qu'on sous-entend donc dans le non-dit, enfin le langage non verbal à ce moment-là, c'est on est tous différents. C'est pas parce qu'on est de la même famille, de la même culture, du même pays, du même fonctionnement, je sais pas moi, communautaire, que forcément notre cadre de référence est exactement le même. En fait, chaque cadre de référence est différent et ça permet, je trouve, dans le processus, le fait de questionner, de montrer on est tous différents. Ok, je m'en étais peut-être pas rendu compte parce que des fois, dans des trucs communautaires, en tout cas, moi, je pense que c'était le cas dans ma communauté où j'ai grandi, je pensais qu'on était tous pareils. Et en fait, c'est pas vrai. Bah C'est ouais. pas vrai, c'est pas parce qu'on a la même culture qu'on est tous pareils. On a aussi tous notre génétique, nos rapports à nos parents, à nos frères et sœurs, notre fonctionnement cérébral, etc. Et donc, même à l'intérieur d'une même culture, on peut être différent. Et le fait de questionner avec intérêt et avec curiosité, et là, ça permet aussi de détricoter. Ah oui, en fait, c'est comme ça que je pense. J'avais jamais réfléchi, mais ça, peut-être mon voisin, il pense pas exactement de la même manière, etc., etc. Et ça montre comment on fait pour avoir un langage commun, en fait. Quand on comprend C'est l'autre, ça, c'est ça. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Et je trouve très important de dire aux gens, mais en fait, tu sais, ton identité, c'est ton identité. On va pas venir te la retirer, on va pas venir te ah ben l'enlever, on non, va pas venir, tu vois, on veut pas la gommer, tu vois, parce qu'il y a une vraie anxiété hein, autour de ça. On va pas venir gommer ton identité, on va pas venir gommer qui tu es. La mission, c'est pas du tout ça. Par contre, la mission, c'est de venir interroger ce qui te va et puis ce qui te va pas. c'est ça. Et qu'est-ce que tu veux garder de cette culture? Qu'est-ce que tu veux garder de cette communauté? Qu'est-ce que tu veux garder de cet environnement? Et qu'est-ce que tu veux pas garder? Et s'il y a des choses que tu veux pas garder, eh ben, l'idée, c'est de comprendre que tu trahis personne. Tu vois? Exactement. Mm. Et donc, je pense que c'est très, très dur quand on est dans ces dimensions de questionnement et de. Parce que les objets culturels prennent énormément de place. Tu vois, Mm. comme tu disais tout à l'heure, comment je mange, comment j'invite les gens, comment je reçois, comment je. Je veux dire, moi, tu vois, je suis au Luxembourg aujourd'hui, tu vois. Donc là, c'était l'Aïd, j'ai distribué des gâteaux aux voisins, tu vois. Mm. Donc voilà, et je continue à le faire, tu vois? Je continue à le faire parce que, pour moi, c'est important de dire: «Ben voilà, ça fait partie de ma culture». Tu es pas obligé de l'accepter. Si tu as pas envie, je récupère mon paquet de gâteaux, enfin mon assiette de gâteaux. Mais si ça te plaît, bah, vas-y, prends-les et puis tu vas peut-être me découvrir un petit peu plus et là, il y a pas d'espace thérapeutique, il y a juste des espaces d'échange, tu vois, humains, tu vois? Et c'est pareil, j'étais au centre commercial pour acheter les cadeaux de l'Aïd, tu sais, pour les enfants, les neveux et tout ça. Et j'ai la caissière qui me dit: «Mais c'est pour une communion?» Je dis: «Non, non, c'est pour, voilà, on fête l'Aïd et en fait, quand on fête l'Aïd, c'est un peu comme Noël, donc on offre des cadeaux, on habille les enfants et tout ça, tout ça». Et il y avait, une dame luxembourgeoise à côté, elle fait: «Ah bon? Mais je savais pas». Et je trouve que voilà, entre la peur de montrer qui on est, tu vois? Et la curiosité que peuvent avoir les gens qui n'est pas forcément malveillante, tu vois? Et qui n'est pas forcément jugeante, je pense qu'il y a un chemin à trouver. C'est un peu la voie du centre, tu vois? Ça Mais fait c'est un peu, super, je trouve qu'elle ait posé cette question parce que si elle savait pas, ben, du coup, ça permet d'échanger mais oui, sur ce cadre de référence et de voir ensemble comment euh, chez chaque cadre, dans chaque cadre de référence, il y a des choses qui sont intéressantes et importantes et qu'on peut partager et qu'on peut construire avec. Mais je pense que c'est vraiment important comment dire, de rappeler vraiment cette histoire de cadre de référence. Enfin, je dis cadre de référence qui inclut la culture qu'elle soit comment dire sociale, familiale, enfin voilà tout ce qu'on veut, on en a tous un différent. mmh, Et vraiment, et il y en a pas un mieux que l'autre. Quand je disais tout à l'heure, moi, je travaille, je suis vraiment basée voilà sur les études sur le cerveau, etc. Donc je suis très pragmatique, etc. Bon, bah, j'ai des amis qui sont très branchés magie énergétique et je ne pense pas que j'ai plus raison qu'elles en fait. C'est juste que mmh, moi je peux pas travailler avec ça parce que bah, je comprends mal ces choses-là,
mais je pense pas que j'ai plus raison qu'elles ont raison. Et de même si mes patients, et ça arrive, par exemple, j'ai des patients qui voient des choses telles que ils sont très psychanalytiques et vont dire, j'ai mal à tel endroit, ça veut dire telle chose, etc. Ils vont interpréter. Moi, je travaille pas avec ça parce que ça ne me parle pas, mais c'est pas pour ça que j'ai plus raison qu'eux. Et du moment où tu te dis, en fait, mon cadre de référence, il me sert à moi parce qu'il me rassure, parce que je le comprends, parce que je peux travailler avec ça, mais c'est à moi qu'il convient, mais il n'est pas meilleur que les autres, alors à partir de là, tu peux travailler avec, à mon avis, tout le monde. Oui, et puis on n'est pas là non plus. Non seulement il me convient à moi, mais je cherche pas à convaincre que le mien Le mieux, est le mieux et le plus carré, le plus voilà. Je veux exactement. dire, c'est vraiment ça parle un peu, tu sais. Je trouve que ça parle de respect de soi aussi, tu sais, d'être en mesure de choisir des gens vraiment avec lesquels on n'a pas à se battre, tu vois, Mm. pour être qui on est ou pour montrer qui on est ou pour expliquer qui on est. Tu vois. Et ça, je trouve que c'est très, très important. C'est-à-dire de choisir le thérapeute, le coach, l'énergéticien, j'en sais rien, moi, l'astrologue. Là, on a fait un podcast avec Shana qui est sorti cette semaine. Et c'est cet esprit que, en fait, à partir du moment où tu n'as pas besoin de te battre et que tu peux expliquer, questionner, partager, être dans un enveloppement, tu vois, pour pouvoir montrer qui tu es, et ben c'est OK pour toi. Tu vois, c'est OK, c'est safe. Yani, c'est complètement safe. Moi, je sais que, voilà, bon, les gens avec qui je travaille, mes patients, mes clients savent que, je dis patients et clients parce que j'ai des gens à la fois en thérapie et à la fois en coaching, tu vois. Et ben, ils savent que le jour de l'Aïd, je suis off, tu vois, que je suis avec mes gamins. Ils savent que, voilà, tu vois, il y a des moments et c'est pas du tout quelque chose que je vais cacher ou que je vais. Non, pas du tout, bah, je suis pas dispo, voilà. Il y a plein dans mon cabinet, il y a plein de petits objets qui font référence à ma culture, tu vois. Et donc, je trouve que c'est des beaux espaces, en fait, de rencontres. Voilà. Et puis, je pense que ça peut permettre aussi, par modélisation, parce que je pense que nos patients aussi prennent un peu modèle sur ce qu'on donne et qu'on montre. Et si on peut Bien sûr. montrer des éléments de notre culture qui sont un peu originaux euh, et avec lesquels on vit bien, et ben, je pense que c'est aussi un sacré modèle pour eux de dire, bah, voilà, ce que vous êtes, ça va, c'est OK, vous avez le droit d'être qui vous êtes, comme vous êtes. Ouais, Et c'est vraiment un comment dire, quelque chose d'important en analyse transactionnelle, parce qu'il y a ouais, cette injonction ne sois pas toi-même. Quand on veut travailler ça dans le scénario, bah, c'est exact- important aussi que nous, on puisse montrer exactement. des choses. Et moi, j'aime bien de temps en temps, j'estime avec certains patients que c'est thérapeutique pour eux, que j'explique cette histoire de, voilà, j'ai grandi dans une communauté, vous savez, j'étais complètement à côté de la plaque, moi, quand j'ai commencé à aller au collège, et puis à dire des choses d'une certaine manière, à faire les choses d'une certaine manière, je me rendais compte que j'avais des gens en face à moi qui disaient, qu'est-ce que c'est que cette nana bizarre? Et de dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, j'ai mieux compris que cette culture-là était pas tout à fait la culture qu'on pourrait dire majoritaire. Et j'en ai pris ce qui m'a convenu. Il y a des choses que j'ai gardées. Et il y a d'autres choses pour lesquelles je me suis dit, bah finalement, ça me convient pas trop ça. Et je veux pas faire comme ça. Et, Ouais. Et de le puis dire. moi, j'ai une autre anecdote qui dans cet esprit modèle qui m'a vachement touchée. C'est un jour où j'étais en groupe, donc moi j'anime un groupe, tu vois. C'était un groupe d'éveil, donc un groupe de développement personnel sur une thématique précise. Et puis ce jour-là, il y a une personne qui voilà qui raconte quelque chose d'extrêmement émouvant, tu vois, quelque chose d'extrêmement fort et d'émouvant et j'étais très émue, tu vois? J'étais très émue, et j'ai exprimé, tu vois, mes émotions en disant voilà, ce que je fais assez régulièrement parce que je suis quelqu'un d'assez, émotif, tu vois? Et j'ai une cliente, quelques mois après qui m'a dit: «Tu sais Esma, le fait de t'avoir vue pleurer, le fait de voir Asma pleurer, donc la personne en qui j'ai confiance, quelqu'un qui me permet voilà, de me construire, qui m'aide à aller là dans des endroits où c'est difficile pour moi, et ben, je me suis dit que comme tu es une représentation, que tu es la représentation d'une femme forte pour moi, et ben, être fort et pleurer, c'est possible. Et depuis, ben, je suis super OK avec l'idée de pleurer. Et donc, Quelle permission que tu lui as donnée. voilà, et en fait, c'est vraiment intéressant, tu vois, de voir finalement, il y a des gens que ça peut insécuriser parce que la force, c'est vraiment ressentir aucune émotion. Donc, si ton thérapeute est ému, il dit: oh là là, tu te rends compte, il était complètement ému de mon histoire. Et puis d'autres, ils disent: mais waouh, ah bah c'est humain. Et puis voilà, et chacun fait avec qui il est en modélisant effectivement dans cet espace
on a tous choisi, en fait, à la fois les thérapeutes, mais aussi, et aussi les patients, quoi. Et donc, je trouve ça top. Merci beaucoup de tout ça parce que je pourrais continuer à discuter pendant des heures, mais on va essayer de faire que ce soit pas trop long pour les auditeurs. Alors, moi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton actualité, Catherine, parce qu'il y a plein de choses que tu fais. Donc, déjà, ton Instagram est tip top. Il est travaillé avec beaucoup, beaucoup d'intelligence, beaucoup de finesse, du contenu extrêmement voilà, intéressant et je trouve hyper aidant voilà, en lisant un de tes posts, on est toujours en train de se questionner, de réfléchir, de nous amener quelque part et je te remercie pour ça. Donc, si tu peux me rappeler exactement, je crois que c'est juste Cathy la psy, hein, c'est ça? C'est Catherine Lapsy, oui. Catherine la psy. Donc, bien sûr, on partagera ça sur nos réseaux et vous pourrez y avoir accès. Et puis, à la fois dans la description de ce podcast. Et puis, en ce moment, donc, tu as plusieurs ateliers hein, que tu mets en ligne. Et en ce moment, tu travailles sur le scénario. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors oui, on propose donc je travaille avec mon conjoint sur tout ça. C'est une entreprise hein, qu'on développe finalement parce que l'objectif c'est de dédramatiser le travail psy. Alors les psys, on commence à arriver un petit peu sur les réseaux sociaux, mais effectivement il y a plus de coachs pour l'instant encore et de personnes qui font du développement personnel et pas beaucoup de psys parce que je pense que en tout cas culturellement en France ça fait peur. Et donc moi vraiment mon objectif c'est de dédramatiser le travail en psychothérapie. Donc je suis vraiment, je fais de la vulgarisation pas tellement de la psychologie, mais de la psychothérapie. Donc, je montre des petites choses, j'invente des histoires de patients pour montrer les petites choses qu'on peut travailler, les questions qu'on peut se poser. Donc ça, c'est ce que je fais en contenu gratuit. J'ai une newsletter aussi chaque semaine dans lesquelles on décrit des éléments, de choses voilà, qu'on peut travailler en psychothérapie pour que les personnes qui auraient besoin et qui n'osent pas puissent un peu avoir moins peur, se rendre compte que le psy a des émotions. Donc j'essaie de montrer de ce qui se passe pour moi. Et puis maintenant, on fait des ateliers en ligne. Alors c'est pas à proprement parler de la psychothérapie. Hein. De toute façon, pour moi, il n'y a rien qui remplace le travail en face à face. Mais c'est des petits morceaux de travail thérapeutique finalement qu'on propose sur divers thèmes, toujours pour montrer aux gens ce qu'on peut faire dans une psychothérapie. Et puis, on est vraiment ravis parce que parfois, il y a des personnes qui nous disent, grâce à l'atelier que j'ai fait, du coup, j'ai osé passer le pas parce que pour approfondir, je suis allée en thérapie. Alors là, du coup, nous, on sait que notre objectif est atteint. Est atteint, quoi. Non, non, ce que je comprends aussi, c'est qu'effectivement, c'est des ateliers qui peuvent effectivement réveiller des choses. Oui, Alors, soit effectivement, les personnes sont déjà accompagnées et à ce moment-là, ont déjà un thérapeute et à ce moment-là, ça peut être de la super matière à amener en thérapie. Et exactement. puis, pour d'autres, ça peut réveiller des choses. Et puis, voilà, comme là, ce que tu racontes, donner envie à des gens d'aller voir, aller voir des psys. Donc, c'est super. OK. Et là, donc, tu en as sur On en a ce... 3. On en Ouais, a 3 pour l'instant et l'objectif est d'en avoir 10. d'accord. Alors pourquoi 10? Parce que bon, c'était pour l'instant un objectif. Après, peut-être ce sera 11, peut-être ce sera plus, ce sera moins. Voilà, mais l'idée, en tout cas, on en a 10 en tête. Donc là, on en a un sur faire la paix avec son héritage familial. Donc on montre le travail de la famille et comment les traumatismes de nos aïeux peuvent nous impacter aujourd'hui. Donc pour essayer de détricoter un peu ça, de voir ce qui ne nous appartient pas dans nos problématiques d'aujourd'hui. On en a un sur les relations toxiques, donc comment elles se mettent en place et comment on pourrait les arrêter. Et puis là, le dernier qui est sorti, c'est sur le scénario de vie, donc il y a un concept que tu dois connaître bien sûr en analyse transactionnelle, qui est un peu ce cadre de référence, comment s'est construit ce cadre de référence, donc l'ensemble de nos croyances, de nos comportements et de nos émotions qui font qu'on est qui on est. Et bien sûr, l'objectif, c'est de le diagnostiquer, entre guillemets, et puis d'avoir des pistes de travail pour changer ce qui ne nous convient pas. Super, waouh, rapide, efficace et hyper clair. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos. On a un live qui est prévu le 30, il me semble, Ouais, c'est bien ça. On en reparlera évidemment sur les réseaux et en attendant, je vous invite vraiment à aller, visiter la page de Catherine. Je trouve que c'est vraiment des ateliers qui sont accessibles puisqu'il me semble qu'ils sont pas très chers. Il me semble que c'était, 100-200 balles, un truc comme ça, hein, si je me... 149 €. Voilà, 149 €. On a un programme qui peut être aussi, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais un accélérateur, voilà, de prise de conscience. C'est comme ça que je vis, de manière générale les programmes et les ateliers, tu vois, en ligne. C'est ce qu'on Hem, espère, en tout cas, c'est notre comment? objectif. C'est ce qu'on espère, Ouais, effectivement. ouais.
Et voilà, et donc je pense que vraiment, tout ce qui est, de l'ordre de, voilà, de la réflexion, de la compréhension, de la prise de conscience, c'est des bons moyens d'aller un petit peu plus profondément, dans un espace qui est safe parce que vous êtes chez vous, c'est des vidéos, donc c'est très, très cool. Merci beaucoup Catherine, merci beaucoup pour ce partage. Merci Franchement, beaucoup à c'était toi de un m'avoir invitée. Et je suis vraiment ravie d'avoir pu parler de ce sujet avec toi parce que c'est un sujet vraiment dont on parle pas souvent et j'étais ravie que voilà, ça t'intéresse aussi d'en échanger parce que j'avais envie d'en dire plus de choses. J'ai fait un post récemment dessus en annonçant qu'on allait en discuter et j'ai eu beaucoup de retours. Je pense que c'est un sujet qui est important et qui intéresse les gens. Donc merci beaucoup de m'avoir Eh ben, invitée pour écoute, parler de avec ça. plaisir. Tu pourras les inviter à venir écouter, voilà, sur la plateforme, le podcast. Mm. Et on fait ce live et je suis sûre qu'on fera plein d'autres trucs hyper cool parce que vraiment, c'est hyper agréable de partager avec toi. Merci à tous pour votre écoute. Je vous remercie profondément pour votre confiance et puis je vous dis à très très vite pour un prochain numéro. Je vous embrasse. Ciao, ciao.